un four, la Paternelle à Marseille, là, dans les quartiers nord, c'est 100 000 euros par week-end. Il y a un député de la France Insoumise qui s'est précipité sur place où il y avait Macron, Darmanin, le préfet, les commissaires de police, et il a dit « Mais elle est où la République ? Moi je suis député, on m'a même pas prévenu de ça ». Et il dit « Heureusement que j'avais des copains sur place, ils m'ont téléphoné la veille en disant « Il fallait voir l'opération XXL ». Les dealers le savaient avant un député de la République. Comprenez une chose, c'est que ils s'entretuent entre eux, donc ils n'ont pas de peine à tuer les autres, ça fait partie de la vie pour eux. Songez que rien qu'entre bandits et rien qu'à Marseille, il y a eu 49 assassinats en 2023. Xavier Hofer est professeur et criminologue spécialisé en géopolitique et en criminologie. Il détient un doctorat de l'université Paris-Sorbonne et est directeur d'études au pôle sécurité-défense du CNAM, auteur de nombreux ouvrages comme Le Grand Réveil des mafias, Cybercriminologie. Il intervient régulièrement dans les médias et est reconnu pour son expertise sur le terrorisme et le crime organisé. Pour commencer cet entretien, pourriez-vous nous donner une actualité sécuritaire, entre guillemets, qui vous a particulièrement marqué récemment? Alors, dans la période récente, le plus important, naturellement, quand on regarde d'un peu haut, les criminologues sont des enseignants, ça n'est pas un métier qu'on exerce, c'est quelque chose qu'on enseigne, et ils essayent de regarder les choses d'un peu haut pour parler intelligemment à leurs étudiants et écrire des livres qui collent donc aux phénomènes réels. Et ça consiste à prendre les choses avec un peu d'altitude. Alors ce qui me frappe, c'est la grande difficulté, pour être gentil, qu'ont les actuels dirigeants de la France à se sortir de tous les problèmes qui touchent aux régaliens. Le ministre de l'Intérieur met les pieds en Corse en disant on va arranger tout ça. Il arrive à ressusciter le FLNC qui était mort de chez mort depuis 14 ans. Après ça, il va à Mayotte faire une opération Wambushu, Dieu sait trop quoi. Ça tourne tellement mal que les habitants exaspérés de cette malheureuse île parlent de se faire justice eux-mêmes. Après ça, il continue. Il, au pluriel, continue en Nouvelle-Calédonie et c'est le pire bazar. À quoi sont-ils bons ? Alors, moi, j'ai une profession, j'ai un métier, j'ai une spécialité, criminologue. Donc, je ne vais pas faire comme certains qui parlent de tout et du reste. Je ne vais pas me mêler des autres sujets de la politique française, mais j'entends dire que côté économie, c'est pas terrible non plus, côté finance, c'est pas merveilleux. Je veux dire, pour des gens dont le principal, M. Macron, s'est fait élire en disant « je suis le meilleur, poussez-vous, je vais vous montrer ». Le Mozart de la finance. Exactement, le Mozart de la finance. À quoi sont-ils bons ? Donc ce qui me frappe, c'est une espèce de grande incompétence générale, un côté brouillon où on appuie sur tous les boutons les uns après les autres du tableau de bord en espérant qu'il y en a un qui finira par fonctionner. Et voilà, donc ce qui me frappe à l'heure actuelle, c'est le fait que notre pays soit dirigé soit entre les mains de gens qui n'ont pas trop idée de la façon dont faire les choses. Si vous me permettez, toujours en reprenant les choses d'un petit peu haut, dans les années 1990, le sociologue et philosophe et politologue Raymond Aron a dit une phrase qui résume tout sur la façon de diriger un État-nation. Encore, vaguement, peu ou prou, la France est un État-nation. Et donc, l'État-nation, pour qu'il fonctionne, il doit être respecté à l'extérieur, en paix à l'intérieur. C'est les caractéristiques. Ce qu'on demande à M. Macron ou à tout autre quand il arrive au pouvoir, c'est de faire en sorte que le pays dont il a hérité, qui doit diriger pour 5 ou 10 ans, soit respecté à l'extérieur, en paix à l'intérieur. À le moment où on se parle, c'est plus ni l'un ni l'autre. Il menace de faire la guerre à la Russie, tout le monde hurle de rire. Après ça, il dit « je vais me fâcher en Nouvelle-Calédonie », tout le monde hurle de rire. Enfin, quand vous voyez M. Macron, M. Attal, M. Dupond-Moretti et M. Darmanin qui sont notre attelage régalien sécuritaire, quand il y en a un qui fronce les sourcils et qui dit « je vais me fâcher »,
Vous avez envie de quoi? De les prendre au sérieux? Non, vous avez envie vous êtes au bord de faire pipi dans votre culotte de rire, quoi. C'est ça. Donc ce qui me frappe, c'est cette incompétence. L'actualité, aujourd'hui, alors, pour ceux qui nous regardent, on est, on approche fin mai. L'actualité, sécuritaire aujourd'hui, c'est une attaque spectaculaire. Alors spectaculaire notamment parce qu'elle a été filmée, une attaque, un fourgon. J'aimerais vous entendre là-dessus parce que vous êtes très au fait du narcobanditisme, dans le monde et notamment, en France. Cette attaque au fourgon, qui a eu lieu dans le nord de la France, elle a mis un coup de projecteur sur l'avancement, du système, mafieux, entre guillemets, mafieux slash narcos en France. Comment comprendre cet affront à l'ordre public, puisqu'on est sur une attaque, vraiment de la puissance publique et non plus une attaque comme on a pu avoir entre deux bandes narcos rivales, comme on peut avoir à Marseille notamment. Comment vous comprenez, comment vous avez analysé ce phénomène et est-ce que, selon vous, l'État perd ou est en train de perdre toute sa crédibilité? Mais c'est exactement ce que je viens de vous dire à l'instant. Nous avons affaire à un milieu criminel. En France, il n'y a pas de mafia. Il y a des mafias, il y en a une dizaine au monde. Ce sont des sociétés criminelles très spécifiques, très particulières. Et pour bien que ce soit clair dans l'esprit de ceux qui nous regardent, je vais commencer en quelques minutes à vous décrire ce que c'est qu'une vraie mafia. La province de Palerme en Sicile, il y a 1350 habitants, dont soit 650 000 dans la ville de Palerme. La ville et la province, 1 350 000. Sur la province de Palerme, il y a un maillage hallucinant de 83 familles mafieuses, rassemblées en 18 préfectures mafieuses, tout obéissant au doigt et à l'œil à un seul homme. Ces structures mafieuses, ces préfectures mafieuses qui s'appellent mandamenti au pluriel, en dialecte sicilien, elles existent pour certaines depuis un siècle et plus. Jamais aucune d'entre elles n'a été frappée sévèrement par la répression au point d'être dissoute. Voilà, c'est ça une mafia. On n'a rien de semblable en France, évidemment, heureusement pour nous. Donc, le milieu criminel que nous avons en France, comme dans la plupart des pays du monde, il y a des États-nations au monde, il y en a genre 180. Hein. Sur les 180, il y a 10 pays avec des mafias, la Chine avec les triades, le Japon avec les yakuza, la mafia turque, la mafia albanaise, 3 mafias en Italie, encore une ou deux par-ci par-là, et il y a basta, quoi, c'est fini. Hein. Mais dans tous les autres pays, partout, il y a un milieu criminel. Un milieu criminel, quand vous êtes le chef de l'État et que vous voulez accomplir votre devoir en paix à l'intérieur, il faut prendre conscience d'une chose, c'est que le crime est un phénomène social normal. On sait ça depuis Durkheim. Il y aura toujours des gens qui préféreront aller braquer un commerce que de se lever à 5 heures du matin pour visser des boulons dans une usine. Hein, voilà, il y aura toujours ça. C'est un phénomène social normal. La seule chose que peut faire un État, un gouvernement, c'est de maintenir ce milieu criminel au-dessous du seuil de l'insupportable pour la population. Il faut que la population supporte ça à bas bruit, mais ne soit pas amenée à se révolter en disant c'en est trop, c'est pas possible, j'en peux plus, etc. Je peux plus envoyer les gamins à l'école. Quand ma fille va chercher le pain, elle se fait courser. Ma voiture a été cramée 3 fois, etc. Ça, il faut pas. Et c'est ça en quoi échoue le présent gouvernement. Donc, vous avez respecté à l'extérieur, en paix à l'intérieur. En paix à l'intérieur, c'est de faire en sorte que le milieu soit maté, qu'il ait peur, qu'il sache que s'il bouge un peu trop, il finira en prison, mais sérieux, pour 20 ans, et que c'est pas drôle, la prison, quand c'est bien fait. Avec monsieur Dupond-Moretti, c'est un peu une farce, mais en temps ordinaire, c'est tout sauf sympa. On estime que 3 ans en prison, mais 3 fois 365 jours en prison, le gaillard, il est déjà un peu amorti, calmé et tout. Et donc, c'est ça qu'ils n'arrivent pas à faire. Et l'épisode du camion, du fourgon, là, pardon, où il y avait les 2 malheureux surveillants de prison qui ont été tués. Encore plus récemment, le fait, pour la 3e fois en 10 ans, une grande bijouterie est braquée. Dans Paris. Ou non, pas dans Paris, à 10 minutes à pied de l'Élysée, quoi. 10 minutes à pied de l'Élysée, 15 minutes à pied du ministère de l'Intérieur. C'est la 3e fois en 10 ans. Ils sont bons à quoi, enfin ? Si ça se trouve, ils vont revenir la semaine prochaine. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a des gens qui font du cinéma.
le président de la République qui va à Marseille, dit on va voir ce qu'on va voir, etc. Monsieur Dupond-Moretti qui roule des gros yeux méchants en disant je vais réprimer. Vous voyez Dupond-Moretti, vous entendez parler de répression, là aussi vous mourrez de rire, quoi, c'est pas sérieux. Et en fin de compte, le petit bonhomme, là, Darmanin, qui essaye d'agiter en disant vous allez voir, moi, place nette sur mes instructions, c'est moi le chef, etc. En mode un peu... Regardez les bandes dessinées, c'est is no good, quoi. Voilà, donc un peu comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il dit opération place nette et tout. Mais l'attaque du fourgon de transfert pénitentiaire, l'attaque de la grosse bijouterie, les émeutes, il y en a eu encore 2 la semaine dernière dans différentes villes de province, le trafic de drogue qui n'en finit plus, tout ça prouve que les malfaiteurs, les bandits, n'en ont rien à cirer des menaces et de l'agitation factice du gouvernement. Ils n'ont pas peur. Alors vous savez, criminologue, à la base de la criminologie, il y a un proverbe. Il est simple comme bonjour. Un enfant de 4 ans le comprend. Pas le gouvernement. C'est les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. Voilà, c'est tout simple. Vous les laissez faire, ils continuent. Pourquoi ? Parce que c'est avec ça qu'ils gagnent leur vie. Alors, comme ils n'envisagent pas de finir dans un ashram ou alors tendre la main à la porte des boulangeries, ils continuent. Si on veut qu'ils s'arrêtent, il faut les en arrêter. Voilà. Vous avez... Alors, oui, allez-y. Non, allez-y. Encore un point important. Bien sûr. Pourquoi la France n'est pas en ordre à l'heure actuelle ? Parce qu'il y a une disproportion, une différence de niveau en Nouvelle-Calédonie, en Corse, à Mayotte, dans le 9-3, à Paris 8e. Il y a une différence de niveau entre ce que les dirigeants du pouvoir savent des bandits et ce que les bandits savent des gens qui nous gouvernent. Les bandits en savent 10 fois plus sur les gens qui nous gouvernent. Ils sont 10 fois mieux informés que dans l'autre sens. Dans l'autre sens, vous avez M. Macron, c'est un banquier. Son idée du monde criminel, c'est peut-être d'avoir vu une fois Le Parrain à la télé, quoi. Et en dehors de ça, il est entouré de conseillers qui n'écoutent pas. Je peux vous faire une liste longue comme le bras de gens qui disent « je l'ai vu, il m'a parlé, puis je lui ai parlé, puis à la fin, il a fait le contraire et tout ». Mais c'est pas de la médisance, c'est la réalité. La politique de la ville, vous savez, les quartiers qui crament, etc., tout ce dont on va parler aussi aujourd'hui. Celui qu'il avait reçu au début pour essayer de s'informer, pour avoir des solutions, c'était M. Borloo. Tout ce que disait M. Borloo était loin d'être stupide. Dans les quartiers en question, il faut accompagner les gens, il faut de la médiation, il faut de la prévention, il faut les encadrer. Enfin, une malheureuse femme qui vient du fin fond de l'Afrique, et comment la société française, très sophistiquée, très complexe, il faut l'accompagner pour savoir comment piloter ses enfants, etc. Alors, il a reçu M. Borloo, il a regardé un peu ce que l'autre l'a envoyé, il l'a viré, renvoyé à ses chères études, et après ça, il n'a plus rien fait. Pourquoi ? Ça l'amusait plus, ça lui plaisait pas, je sais pas trop quoi. Mais voilà quelqu'un qui n'écoute pas les spécialistes. Alors, lui connaît peu et mal le milieu criminel, ce qui fait que, comme c'est lui le chef, les instructions qu'il donne à ses services spécialisés, à sa police, à sa gendarmerie et à sa justice, dans les limites de ce qu'on peut donner comme instruction à la justice, eh bien, c'est n'importe quoi. En revanche, qui c'est le milieu criminel ? Dans son sommet, c'est des caïds. Les caïds en question, ils ont des avocats qui payent 10 000, 15 000 euros par mois, tous les mois. Il ne manque pas d'argent, les caïds en question. Alors, en argot de dealer, un supermarché de la drogue, par exemple, dans les quartiers de Note de Marseille, il s'appelle un four. Voilà, un four, la Paternelle, à Marseille, là, dans les quartiers nord, c'est 100 000 euros par week-end de chiffre d'affaires. Vous savez que comme finalement la drogue ne coûte cher que parce qu'elle est interdite, on pourra voir aussi tout à l'heure si c'est bien ou pas qu'elle soit interdite, on en parlera. Mais la drogue en question, c'est 100 000 euros par week-end avec un taux de profit qui est hallucinant. Notamment sur la cocaïne. Pire encore pour les drogues chimiques, vous savez, les amphétamines, etc. La cocaïne, ça peut être de 250%, mais les amphétamines, ça peut être du 1000%. Ça coûte rien à fabriquer. Et naturellement, certaines
drogues ou des cachets qu'on fait à base de fentanyl, ça coûte aux narcos $1 le kilo à produire, à fabriquer l'espèce de ratatouille, et après ça, en faire des cachets. Et après ça, en boîte de nuit, vous vendez $20 le cachet. Vous avez pu en faire, si ça se trouve, un cachet, ça pèse 2-3 grammes. Donc, vous voyez, plusieurs centaines avec 1 kilo de pâte. Et voilà, le taux de profit, c'est du 1000%. Donc, ces gens-là n'ont aucune difficulté à s'offrir les meilleurs avocats, pénalistes, des anciens collègues de M. Dupond-Moretti. Et en dehors de ça, ils savent tout ce qui se passe dans la haute société. C'est eux qui fournissent la haute société en cocaïne. C'est eux qui fournissent la même haute société en escorte. Vous savez, le nom poli pour les prostituées, garçons ou filles. Donc, ils sont 100 fois mieux informés sur ce que les autres veulent que, naturellement, dans l'autre sens. Là aussi, il faut être précis. Un des copains de M. Macron, qui s'appelle M. Bigorgne, qui était le président de la grande fondation libérale qui s'appelle l'Institut Montaigne. Et il s'est fait prendre à mettre de la drogue dans le verre d'une de ses proches qui ne voulait pas se laisser apparemment séduire. Donc pour faciliter le processus, il lui a mis Dieu sait trop quoi dans son verre, de l'ecstasy, voilà, ou un truc comme ça. Et à la fin, quand il a été traduit devant la justice, il a expliqué qu'il était un peu perturbé parce qu'il prenait 4 grammes de cocaïne par jour. C'est pas mal. Alors oui, mais on ne va pas faire de morale, on va parler sous. C'est 70 000 à 80 000, une addiction comme ça à la cocaïne, c'est 70 000 à 80 000 euros par an. Bien entendu, les dealers ne prennent pas les cartes de crédit. Vous, Georges, vous voulez sortir 80 000 en bifton de votre compte en banque pour dire... alors, au bout d'un moment, il y a le patron de la succursale de la banque qui va venir vous voir. Non, c'est pourquoi tout cet argent liquide, vous dites « Ah, mais c'est pas grave, c'est pour mon dealer. » Bon, vous allez finir très mal. Eh bien, lui, il pouvait. Donc, ils ont des connivences. Donc, ils peuvent faire un certain nombre de choses. Et puis... ce monsieur-là, il avait écrit avec un autre, M. Duhamel, celui qui avait une tendresse particulière pour son beau-fils mineur, là, ils avaient écrit un livre en soutien qui s'appelait « Les paroles ou les mots de M. Macron », etc. Donc, voilà, c'est un milieu, c'est un peu un cloaque quand même. Voilà, donc vous avez des gens qui font ça, et donc les caïds à l'autre bout, avec leurs avocats, ils sont parfaitement informés sur ce que prépare l'appareil d'État. On a une interception d'écoute, ou un avocat ripou, un de ceux qui sont grassement payés, appelle un caïd qui est en prison à ce moment-là, mais qui bien entendu a tous les téléphones portables qu'il souhaite avoir. Et il lui dit « Arrête-toi pendant 2 semaines, Momo, ils vont taper. » Voilà. Quand il y a eu le grand showbiz de XXL dans les quartiers nord de Marseille, il s'est produit un truc que les médias n'ont pas trop rapporté, et pourtant qui est intéressant. Il y a un député de la France Insoumise qui s'est précipité sur place où il y avait Macron, Darmanin, le préfet, les commissaires de police, et il a dit « Mais elle est où la République ? Moi je suis député, on ne m'a même pas prévenu de ça. » Et il dit « Heureusement que j'avais des copains sur place, ils m'ont téléphoné la veille en disant « Il fallait voir l'opération XXL, les dealers le savaient avant un député de la République. » Le type, c'est enregistré. Ce que je vous dis, c'est pas un racontard. Il a fait lui-même un Twitter là pour dire comment ça se fait, pourquoi je suis pas prévenu et les dealers le sont. Donc voilà, il y a un déséquilibre entre ce que c'est l'appareil d'État et ce que savent les bandits des uns des autres. Et à l'heure actuelle, ça ne joue pas en la faveur de l'appareil d'État. La preuve, vous voyez tout ce qui se passe. Et comme ils en savent plus sur l'appareil d'État que l'appareil n'en sait sur eux, ils n'ont pas peur. Et vous n'avez pas perçu cette attaque de fourgon comme... Parce qu'en fait, dans les médias, on a présenté ça comme vraiment un moment de bascule. Quelque chose d'assez fondamental dans le rapport qu'ont le narcobanditisme qu'entretient le narcobanditisme avec l'État. Vous n'avez pas perçu ça, vous ? Alors d'abord, il n'y a pas de narcobanditisme. Les bandits n'ont pas de métier. Le bandit est un prédateur opportuniste. S'il gagne plus avec les putes qu'avec la cocaïne, qu'avec le trafic de déchets toxiques, qu'avec le cyber ceci ou cela, il va changer tout de suite. Vous avez un métier.
Les gens normaux, les gens honnêtes ont un métier. Si vous voulez changer de métier, c'est tout un problème. Il y a des paperasses, il y a la bureaucratie, il y a l'administration, il y a ceci, cela. Les bandits sont des hors-la-loi. Ils peuvent changer à la minute. La seule chose qui les contraint, quand ils veulent changer, c'est le fait de se trouver face à d'autres bandits qui opèrent déjà et le risque de se faire tuer, c'est tout. En dehors de ça, du jour au lendemain, ils peuvent passer, je vous dis, du proxénétisme au trafic de drogue ou à quoi que ce soit. Donc, les policiers qui ont inventé ce terme de narco-banditisme, il ferait mieux de s'occuper de leur boulot, qui est d'arrêter les criminels et de laisser les criminologues faire le leur, qui consiste à nommer les phénomènes. Donc il n'y a pas de narco-banditisme. La preuve, c'est que ceux qui font de la prostitution de mineurs dans les cités, ceux qui font la drogue, ceux qui font le vol de montres, c'est les mêmes. Hein. Donc ils n'ont pas de spécialité. La spécialité du bandit, c'est d'être bandit. En dehors de ça, c'est un prédateur opportuniste. Opportuniste, il prend ce qui passe. Donc, premier point. Deuxièmement, non, c'est juste un symptôme. Ça signifie que les bandits ne sont pas matés. Dans un pays où les bandits sont matés et où il y a un risque réel de finir en prison, mais grave, eh bien, ils ne font pas ça. C'est-à-dire qu'ils n'attaquent pas la bijouterie avenue Montaigne et ils tapent pas le fourgon. Voilà. Alors, il faut dire aussi que un trafiquant de cocaïne ou d'amphétamine d'un côté, un trafiquant de hashish, c'est pas pareil. Hein. Les trafiquants de cocaïne et d'amphétamine, qui sont des stimulants, ce sont des gens qui consomment une partie de ce qu'ils vendent, et donc ils sont excités comme des puces, ils montent au braco avec une violence extrême, et ils sont susceptibles de tuer, comme on l'a vu, parce qu'ils sont des boules de nerfs, si vous voulez, les stimulants, les excitent d'une manière folle. Hein, voilà, donc c'est ça. Mais en dehors de ça, voilà, ça devait finir par arriver, c'est arrivé. Et tout à l'heure, vous avez mentionné une autre situation. En fait, il y avait deux situations sécuritaires qui étaient assez intéressantes cette semaine. La première, c'était cette attaque au fourgon. La seconde, c'est ce qui se passe actuellement en Nouvelle-Calédonie. Alors, on va pas rentrer dans des considérations politiques sur ce qui se passe en Nouvelle-Calédonie, mais juste, à votre avis, comment on peut régler en termes sécuritaires ce genre de situation? Que peuvent faire concrètement les CRS pour établir l'ordre? Et je rajouterais même une question. Est-ce que dans ce genre de situation, donc d'émeutes insurrectionnelles, quasiment de guerre civile, est-ce qu'on peut éviter d'avoir des morts? Oui, bien sûr. Commençons par le commencement. De toute éternité, la Nouvelle-Calédonie, c'est du lait sur le feu. Hein, ça demande qu'à déborder. Voilà. Si ça ne déborde pas, ça tient en temps ordinaire, ça tient à un énorme travail préventif. C'est-à-dire qu'il faut beaucoup faire de prévention, il faut être sur le terrain, il faut voir les premiers symptômes, il faut détecter précocement tout risque et à partir de ce moment-là, le désamorcer. C'est-à-dire carotte et bâton, faire peur à certains, en payer d'autres, etc., de manière à ce que ça ne dépasse pas un certain stade. Toute chose pour laquelle, la France a des instruments, ils ont servi par le passé, des instruments de renseignement, des instruments qui permettent en gros, je ne vais pas rentrer dans les détails, de savoir ce que les gens fabriquent et préparent, et puis deuxièmement, d'autres qui peuvent aller les voir, ces gens-là, en disant c'est pas une bonne idée, mais on pourrait arranger ça, comment on fait, etc. Toute chose que, par exemple, la France a su à peu près faire, même du temps des socialistes. Hein. Michel Rocard avait géré ces situations-là de façon, disons, satisfaisante, en tout cas du mieux possible. Hein. Mais là, non. Là, non. On a affaire à des gens qui ont à leur service, car les instruments qui existaient du temps de Michel Rocard existent toujours. Hein. Ce sont des instruments de l'État, donc qui sont là en permanence. Instruments de renseignement, instruments de prévention, instruments d'action même, le cas échéant. Et à l'heure actuelle, c'est pas le fait qu'on n'ait plus des instruments, c'est que ceux qui sont censés s'en servir, c'est-à-dire les dirigeants du sommet de l'État, car bien entendu, tout ce que je vous dis, les instruments en question, tout ça est couvert par le secret défense. C'est pas quelque chose qu'on trouve dans le journal de Mickey, quoi. Hein. Voilà. Donc, mais les gens au sommet de l'État devraient savoir se servir de ces instruments-là. Vous savez, j'ai formé beaucoup de personnel de l'État
parmi les plus sensibles, et donc je vois parfaitement ce qui se passe à l'heure actuelle. J'ai même des confidences, et simplement les gens en question qui existent sont mal utilisés. Voilà. Il y a aussi, on a l'impression, je sais pas si c'est juste moi qui ai cette impression-là, ou parce qu'on va faire le lien ensuite avec les émeutes avec Naël, parce qu'on retrouve un peu, même si en Nouvelle-Calédonie c'est des émeutiers radicalisés évidemment, et armés de surcroît, mais on a l'impression que, Et d'une autre culture et d'une aussi. autre culture Ouais. évidemment, et dans une autre situation, enfin bref, Mhm. mais on a l'impression que la France a du mal à, à faire régner l'ordre, notamment sur ce genre de population qui, on a l'impression qu'ils peuvent vraiment buter des flics, quoi, qui peuvent tuer des policiers Mhm. concrètement. Et puis on l'a vu pendant les émeutes avec Naël où on s'attirait des mortiers frontalement sur des policiers. Comment on fait régner l'ordre avec des gens qui veulent littéralement la mort de l'ordre? Alors, comprenez une chose, c'est que ils s'entretuent entre eux, donc ils n'ont pas de peine à tuer les autres. Ça fait partie de la vie, hein, pour eux. Songez que rien qu'entre bandits et rien qu'à Marseille, il y a eu 49 assassinats en 2023. Là, je vais vous donner un chiffre. J'ai fait ces calculs-là récemment, donc c'est un scoop même, hein. Euh, Vous avez un compte moins de 18 ans. Qu'est-ce qui se passe pour les activités illicites, délinquantes ou criminelles des mineurs? Vous avez un article dans le code pénal qui s'appelle l'article 227-17 qui dispose que tout parent légal, euh, parent adoptif, parent tuteur ou quoi que ce soit, qui a la responsabilité d'un mineur, écoutez-moi bien, et qui met ce mineur en état de danger physique ou moral, est passible de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. Pas une fois ces dernières années, cet article n'a été appliqué. La population fait une division 6 pour 100 000. La France, partout en France, c'est 1,15 pour 100 000. En gros, toute l'Union européenne, c'est moins de 2 pour 100 000. Maintenant, vous prenez les quartiers nord de Marseille. Vous allez voir, ça change. Les quartiers nord de Marseille, c'est-à-dire 13, 14, 15, 16e arrondissement, en gros, à la louche, on ne parle pas des clandestins, mais on connaît un par un les habitants là-bas. Donc, il y a à la louche 250 000 habitants dans ces quartiers-là. Le taux d'homicide dans les quartiers nord de Marseille, c'est-à-dire 44 des 49 homicides commis en 2023, 5 autres ont été perpétrés dans d'autres quartiers de Marseille en dehors des quartiers nord, c'est 17,5 pour 100 000. On est juste un tout petit peu au-dessus du Nicaragua et juste un tout petit peu au-dessous du Brésil. 17 pour le Nicaragua, 19 pour le Brésil. Vous voyez où on en est? Il y a des favelas du nord de Marseille où le taux d'homicide équivaut à celui parmi les pires pays de l'Amérique latine ou de l'Amérique centrale. Alors à quoi on joue là? Voilà, c'est simplement parce que le travail est mal fait, que pour le faire, ce travail en question, il suffirait, mais en plus c'est enfantin, quoi. Il suffit d'appliquer le code pénal. Nous avons un code pénal. Le code pénal, vous savez, on le remet à jour régulièrement parce que vous avez remarqué qu'il y a quand même nettement moins de vols de bétail qu'au XIXe siècle et désormais nettement plus de vols de téléphones portables, hein. Oui. Donc, Même si le vol de bétail peut parfois faire la une des journaux, je pense notamment à une histoire où c'était des Roms ou des Gitans qui volaient des alors moutons. ça, c'est à la campagne. Ouais. Mais en Île-de-France, Oui, c'est bien plus sûr. dur, hein, voilà. Donc vous avez des vols comme ça, des évolutions. Le code pénal qu'on a été entamé, la refonte la plus récente a été entamée sous M. Bérégovoy, qui n'était pas Gengis Khan, et terminée sous M. Balladur, qui n'était pas Himmler. Donc c'est équilibré, c'est sage, c'est par petits bouts revu et révisé régulièrement, et donc il suffit d'appliquer le code pénal en question, ce qui n'est pas fait, et on a 70% du calme qui revient. Alors, bien entendu, euh, c'est ce qui s'appelle en économie la loi des rendements décroissants. Bien sûr. Dès qu'on va vers le bout du champ, le plus difficile à faucher, et plus c'est difficile de faucher, quoi. Mais bon, pour 70%, c'est le cas. Je vais vous donner, là aussi, il faut être précis, un exemple.
On va parler des émeutes, on va parler de ce qui s'est passé en fin juin, début juillet 2023. Là, vous avez essentiellement ceux qui se sont fait attraper, ceux sur lesquels on a des données, des chiffres, c'est à plus de 60% des mineurs, c'est-à-dire des gens qui ont moins de 18 ans. Qu'est-ce qui se passe pour les activités illicites, délinquantes ou criminelles des mineurs ? Vous avez un article dans le Code pénal qui s'appelle l'article 227-17 qui dispose que tout parent légal, parent adoptif, parent tuteur ou quoi que ce soit, qui a la responsabilité d'un mineur, écoutez-moi bien, et qui met ce mineur en état de danger physique ou moral, est passible de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Pas une fois ces dernières années, cet article n'a été appliqué. Pas une. J'ai, pendant 15 ans, formé une palanquée de magistrats qui préparaient le concours de la magistrature à l'Institut de criminologie, et à la suite de quoi, j'ai gardé le contact avec certains d'entre eux. Ils me disent « Ah non, jamais, pourquoi ? C'est pas dans les circulaires, etc. » Donc, à partir du moment où on a une cathédrale de papier, de paplard comme ça, qui sert à rien et qui n'est pas appliquée, eh bien, naturellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure et comme je le répète, les malfaiteurs ne s'arrêtent que quand on les arrête. Dans le H-Loom, là, la 3e fois que Momo veut sortir à 3h du matin, son père lui dit « Mais attends, t'es fou, t'as vu ce qui est arrivé dans le truc à côté ?» Son père, il est obligé de payer 20 000 €, etc. « Tu vas me faire le plaisir de rester là ?» Bon, tous n'obéissent pas, mais il y en a quand même une majorité qui obéissent, eh ben, on en a autant de moins dans la rue. Alors c'est simple, pour rétablir l'ordre dans ce pays, le rétablissement de l'ordre dans ce pays tient à l'application effective du code pénal. Dans toute sa modération, c'est pas la peine d'en venir à des méthodes, on n'est pas en Corée du Nord, on est un état de droit, il faut s'y tenir. Mais commençons par appliquer le code pénal. Partout en France, pas uniquement dans le 16e arrondissement, mais dans les quartiers hors contrôle aussi. Comment vous avez vécu ces émeutes de juillet ? Ça vous a pas inquiété, les images qui nous parvenaient de ces endroits-là ? Ça m'a affligé. Je pensais à tous les malheureux commerçants, à tous les gens qui perdaient des instruments de travail, des gens qui dans les voitures brûlaient. Et pas tous gaulois, il y a dans les quartiers en question, il y a des immigrés aussi énormément qui ont souffert dans les épiceries, etc. Alors, vous dire à quel point les émeutes étaient quand même vaguement réalisées par des individus qui avaient encore un peu de lucidité, dans une des villes de France où l'émeute a été la pire, c'est à Reims, où il y a des quartiers qui s'appellent Wilson, Croix-Rouge, etc., qui sont totalement pourraves. Là, je vous garantis que c'est pas la peine d'aller y traîner à 3h du matin, même dans la journée. Tout a brûlé, sauf les boutiques des Tchétchènes. Ce qui prouve que quand on fait peur, eh ben, voyez, ça marche. Voilà, donc les gens disaient, tiens, pourquoi la boutique là en question, elle est rutilante, ah, c'est les Tchétchènes. Ah ben les Tchétchènes, ils sont rugueux, les Tchétchènes, donc on évite. Vous avez vu, à Dijon, une fois, il y a un de leurs gamins, ils sont descendus à 100 avec des flingues en disant c'est à quel sujet. Et donc après ça, il a fallu mettre les mosquées, tout le monde d'accord et tout. Mais voilà, donc ce qui prouve que c'est pas complètement l'effet de la colère, la passion brutale, la mort d'un jeune, etc. Tu Très parles. raisonné. Voilà, voilà. Mais le raisonnement, c'est au niveau local. Il n'y a pas de coordination nationale ou internationale, mais voilà. Donc, appliquons le code pénal et à partir du moment où il y a des points qui accrochent encore après, eh ben, modifions par la suite ce qui mérite d'être modifié. Mais commençons pour les problèmes de trafic de stupéfiants, vous vous rendez compte que vous avez 1 kilo d'héroïne sur vous, théoriquement, c'est 20 ans de tôle. Écoutez, personne ne fait ça, quoi. C'est 2 ans, 3 ans maximum. Et avec un bracelet, maintenant, où on voit chez vous en disant il n'y a plus de place, donc attends qu'on t'appelle. Et puis souvent, on ne t'appelle pas. Moi, vous savez, les lascars dans les cités, ils aiment bien les criminologues. Ils ont l'impression qu'eux et moi, on fait le même boulot. Alors dans la rue, ils m'abordent et ils me parlent. Une fois, il y en a un qui m'a dit, mais ils étaient
Enfin, ils sont obligés d'avoir des boulots de couverture vaguement. Alors ceux-là étaient livreurs chez Uber, je sais pas trop quoi. Ils étaient au soleil en train de prendre le café dans un bistrot. Ils me voient, ils me disent hey. Alors je parle avec eux, on s'assied, je bavarde, et ils me disent mais c'est pas normal. Là, il y a mon cousin, il a fait un truc. Là, il est sorti du tribunal, ils lui ont même rien fait. Pourquoi c'est comme ça? Enfin, lui-même trouvait que c'était affolant et excessif, qu'ils s'attendent à être sanctionnés. Ils sont pas naïfs, c'est pas des grands esprits, c'est pas des docteurs en physique nucléaire, mais ils s'attendent quand même, ils ont un sentiment de la justice en eux que tout être humain a, même profondément corrompus. Les mafieux de Palerme, les enfants vont à l'église, ils ont intérêt à avoir des bonnes notes en classe, quoi. Voilà. Donc là, pareil, ils me disent mais c'est pas normal ça, tu vois, etc. Donc, je crois qu'à l'heure actuelle, le laxisme épouvantable. Quand on approche de la base, ils ne voient rien de la rigueur de l'État. Ils ne voient rien. Donc, ils continuent à faire ce qu'ils faisaient avant. Et dans ce contexte-là, compte tenu de tout ce que je viens de vous dire depuis un bon quart d'heure, c'est normal qu'ils se comportent comme ils se comportent. Si on était dans les mêmes conditions, aux mêmes endroits qu'eux et sur les mêmes territoires, nous ferions pareil. Et alors c'est intéressant parce que cette émergence, l'insécurité grandissante qu'ont les Français, ça a donné lieu il y a, je crois que c'était il y a 3 ou 4 ans, à un appel, une tribune de l'armée française, de certains généraux de l'armée française, pour intervenir dans ces quartiers, pour y rétablir l'ordre. Alors, je me rappelle parce qu'elle avait été publiée dans Valeurs Actuelles et j'y travaillais à l'époque. Comment vous comprenez ce genre d'initiative? Parce que c'est un sujet qui revient assez souvent, envoyer l'armée dans les banlieues, faire régner l'ordre en France via l'armée. Est-ce que vous comprenez ce besoin des Français? Est-ce que vous soutenez ce genre d'initiative militaire pour rétablir l'ordre dans les quartiers, ou vous pensez que c'est excessif? C'est une ânerie. Il ne faut surtout pas faire ça. Pourquoi? Parce que l'armée, son métier, c'est de tuer les gens. Et dans les quartiers, sur le sol de la République française, de l'État français, qui est un État de droit, c'est d'y remettre l'ordre public, c'est d'assurer l'ordre public. Assurer l'ordre public, quand ça va mal, c'est le travail de la gendarmerie nationale. C'est la gendarmerie nationale qui doit faire ça. Il se trouve que j'ai enseigné aussi un paquet d'années à l'école des officiers de la gendarmerie nationale à Melun. J'en connais, j'en ai vu, et j'ai le souvenir, c'était juste avant le confinement, 2020, début 2020, un truc comme ça. Donc j'ai vu, il y avait une petite réunion avec une vingtaine de généraux et de colonels de gendarmerie dans une de leurs bases de la région parisienne, et ils m'ont fait venir pour parler les banlieues, tout ça, etc. Et à la fin, une figure de légende de la gendarmerie nationale, un des fondateurs du GIGN, m'a dit « Monsieur Roffer, nous sommes prêts. Si nous en recevons l'ordre, bien entendu, quintessentiellement la gendarmerie est l'arme du droit, c'est-à-dire qu'avant d'avoir un article du code, il ne bouge pas un sourcil, et normalement, il faut qu'il soit comme ça. Ils disent, on remet tout le bazar en place dans 6 mois. Donc, je crois une fois de plus qu'il existe des instruments qui sont comme dans un orchestre. On ne demande pas au trombone de jouer la partition de la cornemuse, ou du triangle. Et pareil. Et donc, le rétablissement de l'ordre, c'est le travail de la gendarmerie nationale. En mai 68, elle a remis l'ordre dans la pagaille sans tuer quiconque. Il y a eu un mort ou deux, mais c'était des gens qui avaient sauté dans l'eau parce que, je ne sais pas trop quoi, ils n'avaient pas confiance. Et ils se sont tués eux-mêmes en réalité. Mais il n'y a pas eu de mort. Eh bien, il faut que la gendarmerie nationale rétablisse l'ordre. Dans les quartiers nord de Marseille, au lieu d'envoyer des touristes pendant une semaine faire la traque à des dealers qui se mettent dans l'immeuble de derrière pour vendre leur drogue, et qui le disent eux-mêmes, ils disent « ouais, c'est des bouffons et nous, on n'a pas peur, etc. » Il faut les laisser sur place en permanence. Pourquoi les quartiers chics de Paris grouillent de policiers, et pourquoi il n'y en a pas un Sevran, encore récemment? Alors,
la députée du coin, c'est une pain-bêche de LFI, je sais pas, d'atome vraiment, mais quand même, elle a dit la vérité, elle a dit, ça fait 50 ans qu'on demande un commissariat, pourquoi il n'y a pas de commissariat à Sevran? Il n'y a pas de crime à Sevran? Eh ben si, il y a même des gens qui s'entretuent, il n'y a pas de commissariat. Donc en France, ce qui est problématique, c'est le fait que les policiers et les gendarmes ne soient pas à l'endroit où ils devraient être, c'est-à-dire là où il y a des malfaiteurs. On va reprendre un exemple illustre. Clémenceau, les brigades du Tigre. C'est quoi les brigades du Tigre? C'est des officiers de police judiciaire qui désormais disposent de voitures pour traquer les malfaiteurs. Pourquoi? Parce qu'en 1911-1912, il y avait eu la bande à Bono, des anarchistes qui avaient été les premiers à faire des braquages avec des automobiles, qu'on disait à l'époque. Eh ben, on a donné aux policiers une arme pour être à même niveau que les bandits, c'est-à-dire on leur a donné des voitures. Aujourd'hui, il ne faut pas leur donner des instruments nouveaux, ils ont à peu près ce qu'il leur faut. Il faut déplacer les commissariats et les gendarmeries à l'endroit où il y en a besoin. Il n'y a pas un commissariat de police efficace dans le 13e, 14e, 15e et 16e arrondissement de Marseille. Voilà le problème, c'est le seul. Mais très concrètement, on pourrait vous opposer que cette logique, elle pouvait être applicable dans les années 2000, mais aujourd'hui, les bandits, les racailles sont très armés. Je veux dire, il y a énormément d'armes en circulation en France. On l'a vu avec l'attaque du fourgon, ils ont quasiment des armes de guerre. Est-ce que vous pensez que la gendarmerie peut gérer ce genre d'opposition armée en fait, c'est aussi pour ça que parfois on entend cet appel aux généraux. Alors on peut comprendre évidemment que c'est très excessif et inadapté, mais on se dit c'est pas leur boulot, ils sont pas faits pour ça. Oui, mais on se dit que face à une armée, il faut envoyer une autre armée. Non, mais oui, mais non. Voilà, la réalité, c'est que aussi bien dans les émeutes de fin juin, juillet 2023, que avant ou après, on remarque une chose, c'est que les bandes de Lascar dans les cités sont des lâches. Ils sont toujours à 30 contre 1. Et vous me dites, qu'est-ce qui se passe si jamais ça tire? Eh ben, on a un exemple. Voilà. On a l'exemple, pas si lointain que ça, au moment où il y avait les attentats du GIA à Paris, dans la région lyonnaise. Un jeune des banlieues de Lyon, Khaled Kelkal, converti au salafisme, il décide de monter un maquis dans la banlieue lyonnaise. Le pauvre, il doit avoir mal étudié l'histoire de France parce que installer un maquis salafiste dans le Beaujolais me paraît pas être une idée merveilleuse. Mais bon, il le fait. Et à un moment donné, naturellement, les paysans disent, il y a des mecs là sous des tentes, qu'est-ce qu'ils fabriquent, etc. Et les gendarmes arrivent, pas de bol, c'est des gendarmes parachutistes, et Kelkal braque un pistolet sur un gendarme parachutiste et prend 2 balles dans la tête. Fin du coup, fin du maquis. Qu'est-ce qui se passe? D'où il venait le Kelkal en question? Il venait d'une ville de la périphérie lyonnaise qui est illustre pour être un territoire de bandits, qui est les Minguettes à Vénissieux. Là où le président Mitterrand avait été pour essayer de calmer le jeu à l'été 1983. 40 ans de bazar dans les Minguettes, toujours le bazar aujourd'hui. Il y a peu de temps, il y a encore des types qui s'y sont entretués, etc. Ça continue. Depuis 40 ans, rien n'a changé. Mais là, c'est l'occasion jamais de faire une émeute. Un petit de la cité, il a été tué, il va et tout, ça va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gendarmes étaient venus, ils avaient tiré. Silence de mort aux Minguettes. On aurait entendu vraiment voler une mouche. Pourquoi? Parce que c'est dangereux. Et puis là, c'est plus 50 contre 1, quoi. Donc je pense qu'une grande partie de ces gaillards-là, déjà pas mal excités par la cocaïne, sont quand même des lâches. Et que du jour où on est là, on reste, le premier qui bouge, ça se passe mal. Eh bien, vous allez voir que là aussi, vous savez, la criminologie, c'est pas 0 ou 100, mais une partie importante va rester tranquillement calme chez lui, va essayer de faire ses petits boulots sans se faire repérer, et que ça s'arrêtera là. C'est pas la Fédération de France du FLN, quoi. D'accord. On a l'impression, quand on vous écoute, et puis c'est peut-être une impression qui est très, très juste, que l'insécurité et l'émergence du grand banditisme et de la violence en France que ressentent les Français
est le produit non pas de personnes, mais d'une chaîne entière, qu'elle soit judiciaire, juridique, politique, médiatique, culturelle, qui va paralyser l'action des pouvoirs publics. Donc ma question c'est, est-ce que pour régler ces problèmes-là, il faut gérer tous ces pans, que je disais, régler le problème juridique, régler le problème politique, le problème médiatique, le problème judiciaire, ou on peut s'atteler qu'à un seul une seule des colonnes de problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'ensemble fait partie des prérogatives de la structure qui encadre toute la vie politique française depuis genre Philippe le Bel et qui s'appelle l'appareil d'État. Voilà. La France est le plus vieil État-nation d'Europe. Donc, dans l'acception européenne du terme, du monde. Il y a un seul État qui est plus vieux que l'appareil d'État, antérieur à l'appareil d'État français en Europe, très spécifique, c'est le Vatican. En dehors de ça, la France a un appareil d'État qui est derrière lui pratiquement 8 siècles de fonctionnement ininterrompu. Bien d'autres appareils d'État en Europe, l'Allemagne et l'Italie par exemple, leur appareil d'État date du 19e siècle, quand ils se sont unifiés. La Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal, c'est plutôt 16e, 17e siècle. Nous, je vous dis, depuis le 15e siècle, on a un appareil d'État qui fonctionne de manière continue. D'abord monarchique, après ça républicain, après ça impérial, de nouveau républicain, mais l'appareil d'État, dans ses fonctions, est en marche et en fonctionnement, si vous voulez, depuis des siècles. Il sait faire tout ça très bien. Il sait le faire parfaitement bien. Et il sait le faire quelles que soient les circonstances politiques. Il y a de ça une quarantaine d'années, quand un changement de majorité a fait en sorte que Charles Pasqua devienne ministre de l'Intérieur. Charles Pasqua est arrivé et tout de suite mis en marche les lois Pasqua pour essayer de raffermir un peu la sécurité dans ce pays. Ce que par la suite, il a fait plutôt bien. Mais au moment où il veut ça tout de suite, qui est encore en place au cabinet du ministère de l'Intérieur, hormis 2-3 de ses conseillers personnels? C'est le conseiller de Joxe, c'est du ministre socialiste précédent. Eh bien, les conseillers, les membres du cabinet de Joxe ont fabriqué des lois répressives, aussi bien que dans l'autre sens. Ce sont des hauts fonctionnaires de l'État, ils savent faire ça très bien. Alors, tout tient au sommet à une capacité qui est la capacité essentielle de la vie politique. Je ne vais pas faire un cours sur Carl Schmitt, etc., mais c'est la capacité de décider. Et souverain, celui qui désigne l'ennemi. Voilà. Alors, le souverain, dans le temps, dans l'histoire de France, il était ad vitam aeternam, c'était le roi, maintenant il est là pour 5 ou 10 ans, eh bien le souverain doit à un moment donné dire, voilà, ça suffit, il faut faire ça. Et l'appareil d'État n'a qu'une mission à partir de ce moment-là, de suivre. Si le souverain ne décide pas, rien ne se passe. Et donc, sur les sujets régaliens, M. Macron a quand même énormément de mal à décider et à s'y tenir. Alors, il a des idées, ça lui passe par la tête, il dit aux Russes, vous allez voir ce que vous allez voir. C'est inepte, parce que, naturellement, la réalité doit guider toutes les décisions politiques. La décision doit se prendre sous le fait, sur la base de faits réels. Je vais vous donner un chiffre sur Ukraine-Russie. À l'heure actuelle, les jours où il y a vraiment une offensive russe, d'un bout à l'autre du front qui fait 1 millier de kilomètres entre Odessa et Kharkiv, l'armée russe tire 50 000 obus d'artillerie lourde. 50 000 obus d'artillerie lourde, à 42 à 45 kilos l'obus, ça fait en un jour 3500 tonnes d'obus d'artillerie lourde. Au rythme de guerre chaude comme la Russie, la France, elle se met à tirer avec ses canons comme ça, elle en a pour une journée de tir. À qui on va déclarer la guerre sur cette base-là? C'est inepte. Voilà, parce que
On a entendu en matière russo-ukrainienne beaucoup de sottises, des experts en chambre, des généraux à la retraite, etc. La réalité, elle est claire, c'est la guerre de 14-18 avec des tranchées, des canons, plus les drones. Voilà, c'est ça. Eh ben, il faut des drones, il faut des canons et il faut du personnel pour creuser les tranchées. On a ça très peu. Voilà, donc c'est pas la peine de prendre des décisions du style, si ça continue, je vais me fâcher, vous allez voir ce que vous allez voir, sans que ça touche le sol. C'est-à-dire, il faut décider sur la base de choses réalistes. Peut-on rétablir l'ordre en France ? Oui, on le peut. Et le travail de, comme on dit aujourd'hui, celles et ceux, celui ou celle qui un jour sera président de la République, consiste à convoquer le Premier ministre, un Premier ministre sérieux, quand M. Attal menace, j'ai pas très peur, à vrai dire, vous voyez. Donc un ministre, des ministres sérieux, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, et dire fini, fin de la récré, retour à l'ordre. À ce moment-là, convoquer le directeur général de la Gendarmerie nationale et de la police nationale, dire on s'installe là, et après ça, personne ne bouge. Voilà, c'est simple. Et après, tout le borloo du monde, tout le social, tout l'accompagnement, tout. Mais il faut le faire dans un endroit qui est pacifié. Enfin, je ne sais pas, ni vous ni moi font partie des gens qui ont vocation à être très riches, mais quelle que soit la modestie de notre ressource, on n'irait pas mettre nos sous dans une banque où on tire des coups de pistolet dans les plafonds. Évidemment non. D'abord, retour à l'ordre. Le retour à l'ordre est préjudiciel, comme on dit en droit. Il faut le faire avant. Il y a des choses qu'il faut toujours faire avant. Quelle que soit la gravité de l'opération, si la chirurgie ne respecte pas toutes les règles de l'asepsie, le patient, il meurt. Voilà. Donc, l'asepsie en chirurgie est préjudicielle. De même, la sécurité dans les quartiers hors contrôle, c'est préjudiciel. Vous remettez de l'ordre et après ça, vous faites de la médiation, de l'accompagnement scolaire, de tout ce qu'il faut. Ok, pourquoi pas ? Ça coûtera moins cher que les émeutes en tout cas. 1 milliard la dernière, 1 milliard d'euros. Donc c'est ça qu'il faut faire. Voilà. Donc il faut, l'essentiel du rôle de la politique, c'est la décision. Il faut décider. Une question pour finir sur ce chapitre sécuritaire. Aujourd'hui, selon vous, selon le spécialiste que vous êtes, quelle est la menace la plus importante pour la sécurité de notre pays ? Est-ce qu'elle est géopolitique, donc à l'international ? Est-ce que c'est le terrorisme ? Est-ce que c'est les banlieues, l'embrasement des banlieues ? Ou est-ce que c'est une insécurité quotidienne qui peut, à terme, amener les Français à se consolider en milice populaire ou je ne sais quoi. En me posant cette question, vous pensiez parler de problèmes différents. En réalité, c'est le même. À tout moment de l'histoire, pas uniquement en France, partout, chaque fois qu'un dirigeant de l'État est confronté à des problèmes graves, quel que soit le domaine, social, sécurité, économie, finance, en réalité, il y a un gros problème et plein de petits autour. Il n'y a jamais 10 problèmes de la même taille, ou excessivement rarement. La norme, c'est qu'il y a un gros problème, une grosse source d'enquiquinement, et puis plusieurs autres petites. La seule source à l'heure actuelle d'enquiquinement, on va parler poliment, en France, c'est l'existence sur notre sol de centaines de quartiers hors contrôle. Tout découle de là. D'où venaient les terroristes ? D'où venaient les frères Kouachi ? D'où venait Koulibaly ? Ils venaient de là. D'où se fait le trafic de drogue ? D'où il part ? De ces quartiers-là. D'où viennent les tueurs qui s'entretenaient à Marseille ? De ces quartiers-là. Qui emmerde les gens dans la rue ? Voilà, des lascars qui viennent des quartiers en question. Voilà. J'aime pas utiliser des mots qui heurtent les gens. Mais je vous signale que jusqu'à présent, j'ai évité de parler de racaille. Vous savez, la première fois où le mot racaille a été utilisé dans le vocabulaire politique, c'est dans le 18 Brumaire de Louis-Napoléon Bonaparte de Karl Marx et Friedrich Engels, et il parle des émeutes à l'époque des révoltes. Vous savez, quand les prolos faisaient des barricades et puis cassaient tout, etc. Et il parle de ceux qui viennent dans les quartiers en question pour voler. Ceux qu'on appelle aujourd'hui les racailles. Et que lui, dans sa langue, Karl Marx appelait Lumpenproletariat, le prolétariat en guenilles. Et il dit lui-même explicitement, quand
lors des révolutions, les ouvriers ont écrit sur les murs « à bas les voleurs » et qu'ils ont même tué certaines de ces racailles, le mot est dans la langue de Karl Marx, eh ben ils ont bien fait. Vous voyez, les gens qui s'offusquent, les Mélenchon et les autres, disent, oui, quand même, ces mots, quand même, ce sont des êtres humains. Ils n'ont même pas lu Karl Marx, ils ne connaissent pas. Donc, ils ne sont pas très forts, voilà, en histoire politique. Donc, les individus en question, ils ont besoin qu'on leur donne des limites. Je vous dis, j'en ai vu un certain nombre dans ma vie, je les tutoie pas, je les appelle monsieur, c'est pas mes copains. Il faut que je leur parle parce que, en gros, un médecin qui voit pas de malade, il va pas très loin, donc moi j'ai besoin de voir des voyous, mais c'est pas mes copains pour autant. Et donc, le jour où quelqu'un les convoque et leur dit, Momo, attention, jusque-là ça va, au-delà, et puis qui sait qu'après ça, il va y avoir de la tôle, mais de la vraie, hein. Et ça suffit, je vous dis, à rétablir 70% à 80% des situations. Après ça, s'il y en a d'autres qui veulent vraiment, dans une petite minorité, jouer les méchants, eh ben, à ce moment-là, on est un peu plus rigide avec eux. Mais pour le tout venant, ça va très bien. Je me permets une petite aparté sur les prisons notamment. Il y a beaucoup... Alors, est-ce que c'est les réseaux sociaux qui font émerger ce genre de problématique ou est-ce que ça existait déjà avant ? On a l'impression que les prisons, c'est vraiment une garderie aujourd'hui. Qu'il y a la télé, il y a la pizza, il y a la chicha et compagnie. Dans un monde idéal, entre guillemets, pour le criminologue que vous êtes, il y a quoi dans une prison ? Il y a ce que prévoit le code pénal. Nous sommes, comme dans le temps les Mao, on a un petit livre rouge, c'est le code pénal, ce qu'il y a dedans, et donc ce qui a été rajouté par démagogie ou parce qu'il y a... alors, vous savez, les gens qui ne sont même pas capables d'appeler les choses par leur nom, il faut toujours se méfier, hein, parce que c'est Madame Martine Aubry passera à la postérité pour avoir inventé la phrase « Quand c'est flou, il y a un loup », eh ben, dans les textes, pareil. Hein. Donc, le fait qu'il existe en France une instance qui s'appelle instance d'observatoire des lieux de privation de liberté, qui est même pas capable de dire ce que c'est qu'une prison, la tôle, etc., c'est pas bon signe. Les gens en question n'ont qu'un seul souci dans leur vie, une espèce d'angoisse hystérique que les chérubins qui sont en prison puissent éventuellement se retourner un ongle. Eh bien, il faut un changement là aussi au sommet de l'État d'orientation. On va parler chic de paradigme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les victimes. Qu'ils aient chaud en hiver, enfin chaud en été et froid en hiver dans les prisons, j'ai tendance à m'en foutre, ils avaient qu'à pas s'y trouver. Voilà. Alors, bien entendu, s'il y a une erreur judiciaire sur 10 000, eh bien, on s'excuse, on le rembourse, et puis, mais pour les autres, eh bien, ils avaient qu'à pas y aller. Hein, voilà, c'est donc simple. Aucun loisir. Mais c'est éducatif. Je suis pour qu'on leur diffuse, autant qu'ils le voudront ad libitum, des ouvrages d'Emmanuel Kant et de Hegel, etc. Ça leur fera beaucoup de bien. Ça sert de leur cerveau. C'est pas le cas actuellement. Non, parce qu'il faudrait qu'ils sachent lire. J'aimerais qu'on passe au troisième chapitre de notre entretien, que j'ai sobrement appelé « Politique et responsabilité ». Donc là, on risque de dire un peu les termes. On a l'impression, en vous écoutant, pas forcément dans cet entretien-là, mais dans vos autres interventions médiatiques, on a l'impression que la situation qu'on connaît aujourd'hui, le marasme sécuritaire qu'on connaît aujourd'hui, est en fait la résultante de petits renoncements progressifs depuis 10-15 ans. Et en fait, on se pose la question très naturellement, nos dirigeants sont-ils conscients de l'état sécuritaire du pays pour avoir pris autant de mauvaises décisions depuis 20 ans? Ou alors est-ce que c'est volontaire? Est-ce que vraiment ils veulent la fin de la France? Ou est-ce qu'ils se disent après moi le déluge? Il se passe quoi dans leur tête pour prendre autant de mauvaises décisions? C'est essentiellement un problème de communication. Chaque fois, alors ces gens-là, tous autant qu'ils sont, presque tous, sont entourés de gourous de la communication qui naturellement sont tous des bobos gauchistes, drogués ou dans ce goût-là. Et chaque fois que l'un d'entre eux veut prendre une décision
un peu ferme, c'est « Oh, t'y penses pas, tu vas perdre un point dans les sondages, etc. » C'est la sorcière, vous savez, Blanche-Neige, miroir, dis-moi que je suis la plus belle, le miroir, ah non, pas du tout, etc. Alors ça va plus, quoi. Donc essentiellement, ce sont des gens qui n'ont que des raisonnements à court terme, qui savent très bien, il y a une chose que savent tous les politiciens de France et de Navarre et partout dans le monde, c'est que quand on reprend une situation en main, le rétablissement de toute situation que ce soit, en économie, en finance, en sécurité ou quoi, prend toujours la forme d'une courbe en J. C'est-à-dire, ça commence à aller plus mal, ça va vers le bas avant d'aller mieux. On vous opère de l'appendicite, vous commencez par être dans un lit avec mal au bide, et puis après ça, vous galopez. Mais d'abord, on vous opère et ça peut faire mal. Voilà. Donc, courbe en J. La plus proche élection, elle est toujours à 2-3 ans. Je vais m'emmerder à tirer les patates chaudes du feu et c'est mon successeur qui va en profiter. Non. Donc il faut des trucs qui aillent très vite, qui soient spectaculaires, qui permettent de faire le 20h le soir même en disant « Vous allez voir, tout va aller mieux ». Darmanin, quoi. C'est à Marseille. Voilà. Puis Darmanin, au jour le jour, sur ma décision, moi, le Napoléon au pont d'Arcole, quoi, à peu près. Et puis rien derrière. Alors, bien entendu, très rapidement, comme les gamins qui se rendent compte que la menace de sanction n'est jamais suivie d'effet à la maison ou à l'école, ils finissent par dire « Ok, cause toujours », ils n'en font qu'à leur tête. C'est ça la seule solution. C'est le fait que des gens sont poussés à ne rien faire, ont toutes les excuses du monde à ne rien faire, parce que la com, ah mais oui, mais tu comprends, regarde la courbe, le machin, etc. En réalité, c'est le contraire. Vous savez, nous, on va dans des quartiers... comment on dit déjà dans le monde, difficile. Et donc, on voit des gens. On voit des gens qui mènent une vie épouvantable, qui peuvent plus prendre l'ascenseur dans leur HLM alors qu'ils habitent au 10e étage parce que l'immeuble est monopolisé par les dealers. Et ainsi de suite, des femmes enceintes avec des poussettes. Des femmes, comme on dit aussi dans le monde, issues de la diversité. C'est pas des... pire encore. Voilà, donc c'est ça, quoi. Tout ça, diversity, racisé, etc., c'est en plein la sous-culture d'une Amérique, des États-Unis, qui sont en pleine dégénérescence à l'heure actuelle. Mais au secours, ils ne peuvent pas aller chercher leur modèle ailleurs, un peu. Voilà. Donc, on a affaire à des gens qui pensent en toute sincérité que... si jamais ils font n'importe quoi, là, il y a tout un vocabulaire, c'est clivant, c'est l'unité, il faut tous être unis comme au front, et voilà, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de charger la barque au point où elle va couler, quoi. Et tout à l'heure, on en parlait hors antenne, quel homme ou femme politique aurait le plus de chances de remettre de l'ordre dans le pays ? Alors, j'avais noté « et pourquoi ?» et je rajouterais « et en combien de temps ?» D'abord, j'ai encore des responsabilités universitaires. Oui, voilà, d'accord, mais je vous explique. Donc, je vais parler au niveau des principes. En vous disant d'abord ceci, que, comme je commençais à l'expliquer tout à l'heure, l'être en question, homme ou femme, qui peut un jour succéder, qui va forcément, quel qu'il soit, succéder à M. Macron, la recette du succès, c'est de prendre des décisions. D'une part, de décider et de s'y tenir. Il y a une sentence philosophique fulgurante de Martin Heidegger qui dit « Décider ne consiste pas à bavarder à propos d'une situation, mais à prendre des dispositions telles que ne pas prendre ces dispositions revient à prendre la pire des dispositions possibles. Quand vous ne faites rien ou que vous faites des trucs bidons, à la fin, l'issue est la pire possible. Alors que quand vous décidez, vous pouvez bloquer les choses et les faire repartir dans le bon sens. Donc il faut que celui ou celle qui dirigera dans les temps qui viennent soit en capacité de décider, et une fois les choses décidées, de s'y tenir. Car, comme je vous l'ai dit, ça prendra la forme d'une courbe en J. Il y aura
une période de tangage. Et alors, si à ce moment-là, ah, mais t'as perdu un point dans les sondages, à ce moment-là, il renonce. Chirac avait des intentions quand il est devenu président de la République. Hein. Je voyais des gens autour de lui, mais rapidement, comme il était entre les mains des gourous de la com qui lui dit « Oh là là, tu te rends pas compte ?» et qu'il tenait à être populaire, c'était son petit talon d'Achille, hein, et ben il a dit je fais rien du tout, et puis voilà, le paquebot est trop lourd à changer de course, alors vogue la galère, quoi. Hein. Quand vous dites que cette personne identifiée comme femme ou homme serait... Attendez, vous savez ce qui se passe à l'heure actuelle, pas sûr. Femme ou homme, c'est trop simple. Oui, hein. Ça peut être un non-binaire. Voilà, bon. Vous dites qu'il y aura une période de tangage avant que la situation... Comment ça se concrétise? Comment ça se matérialiserait cette période de tangage? Est-ce qu'il y aurait des morts? Est-ce qu'il y aurait des... Non, pas fatalement. Il y aura peut-être des gens qui accepteront mal de devoir traverser dans les clous alors qu'on les a laissés divaguer pendant des années. Il y a des quartiers où... dans les quartiers en question, ceux qui arriveront pour y rester et pour faire en sorte que définitivement l'état de droit domine dans ces quartiers-là, comme à l'heure actuelle il est peu ou prou respecté dans tout le reste de la France, ils auront une aide extraordinaire. À l'heure actuelle, si les gens ne parlent pas, récemment, il y a des magistrats de Lille qui ont donné un témoignage à la commission du Sénat sur le trafic de drogue. Et l'une de ces magistrates a dit « les gens ne nous parlent pas ». Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont plus confiance. Donc, ils n'ont pas de renseignements. Les gens qui, à l'heure actuelle, font des allers-retours dans les quartiers en question, un peu méchamment, je dis qu'ils font du tourisme, ils sont pas aidés par la population. Parce que la population, elle est réaliste. Quand vous voyez à la Castellane, à Marseille, Monsieur Macron venir faire le kéké et prendre des selfies avec les dames du quartier et repartir une heure après, et que dans le quartier, vous avez un caïd qui est là tous les jours de l'année, tous les 365 jours de l'année, et qui est pris dans des tueries où on a vu pratiquement 50 morts entre lui et ses collègues des autres quartiers de Marseille en un an, de qui vous avez peur ? De Monsieur Macron ou du caïd ? Voilà, alors qu'est-ce qu'il veut le caïd ? Il veut l'omerta, il veut la loi du silence. Alors vous dites rien, parce qu'une fois que M. Macron est reparti, ces sbires, ils sont partis avec lui. Si ça se trouve, une semaine après, mais il ne reste pas là tout le temps. Du jour où vous avez des gens sur place, constamment, où les gens vont sonner chez les gens en disant « Soyez... » d'où qu'ils viennent, hein, Français, immigrés, voilà. Vous êtes là, on est là pour vous protéger. Voilà mon numéro de téléphone, je suis dans tel bureau, vous voyez là-bas, là où il y a marqué Gendarmerie nationale, l'immeuble qu'on a réquisitionné, on est là, on reste. Eh bien, du jour en question, la peur change de camp. Et les gens en question commencent à parler. J'ai vécu dans des quartiers qui étaient tenus par des guérillas ou par des groupes terroristes. J'ai vécu en Irlande du Nord. J'ai vécu sur des territoires qui étaient tenus par l'IRA, avec des gens de l'IRA. Parce que je voulais en interviewer certains, donc il fallait que je sois avec eux. Leur hantise, c'était de perdre le soutien de la population. Les Irlandais, catholiques, protestants, pour l'IRA, contre l'IRA, ils ont une passion, qui est la passion nationale, c'est les chevaux et les courses de chevaux. Une fois, l'IRA a posé une bombe à Londres pour tuer des militaires britanniques, et c'était un défilé de cavalerie, ils ont tué des chevaux. Pendant une semaine, les militants de l'IRA, les soldats de l'IRA se sont fait injurier. Les Anglais, tant que vous voulez, mais les chevaux, quelle honte, etc. Et ils ont vu perdre le soutien de la population. À partir du moment où vous n'êtes plus comme un poisson dans l'eau, dans ces quartiers-là, vous êtes mort. Voilà. Du jour où la peur change de camp, les gens diraient « Ouais, mais ma fille, c'est pas normal, elle a 12 ans, on lui a donné un truc dans son sac, moi je veux plus qu'elle transporte des machins, etc. » À partir de ce moment-là, ils sont déracinés. Ils ne vivent que de la peur qu'ils inspirent. À partir du moment où les forces légitimes, la gendarmerie nationale, c'est une institution française qui existe depuis François Ier.
Ils ont toujours rassuré dans les campagnes. Ils sont là, c'est eux à qui on va parler. On les met dans les quartiers en question, ils y sont pour rester, les gens leur parlent et on résout le problème à 80%. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. C'est pas plus compliqué. Une autre raison, alors on revient un peu sur les émeutes, mais une autre raison qui avait été évoquée lors des émeutes, elle semblait un peu, j'allais dire, malhabile, puisqu'elle avait été évoquée par le président, c'était les réseaux sociaux. Que les réseaux sociaux expliqueraient la violence, ou en tout cas expliqueraient l'ensauvagement de notre pays. Comment vous l'avez compris, cette excuse-là? Est-ce que c'était une excuse, puisque vous êtes assez dur avec la culture de l'excuse, ou est-ce que c'est une réalité? Est-ce que vraiment les réseaux sociaux entraînent ou engagent le jeune dans un processus qui va l'amener jusqu'à la violence, ou est-ce que c'est faux et que le jeune est déjà violent? C'est totalement fallacieux. Pouvait-on se livrer à des actes de terrorisme aérien avant que les avions soient inventés? Réponse non. On pouvait ni les abattre en vol, ni les détourner, ni ceci, cela. Il y a des progrès de la société avec lesquels il faut vivre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner au papyrus et à la plume d'oie? Enfin, c'est naturellement des sottises. Effectivement, ça complique les choses, mais il y a un grand poète allemand de la fin du XVIIIe qui s'appelle Friedrich Hölderlin, dans un poème qui s'appelle Patmos, il a écrit ces deux vers absolument admirables. Là où grandit le danger, grandit aussi ce qui sauve. Il est évident que les technologies modernes, c'est la langue d'Ésope. Elles vous donnent autant de moyens de contrôler qu'autant de moyens qui répandent l'anarchie. Donc il ne faut pas qu'ils se servent de cette excuse-là. De même qu'à un moment donné, il y a eu des attentats aériens. La technique nous a permis, en gros, d'en interdire 99% jusqu'à maintenant. Pareil avec les réseaux sociaux. Il ne faut pas qu'ils nous fassent le coup d'abord on est impuissant, voyez. Alors, ça n'est pas une fatalité météorologique, vous comprenez, les réseaux sociaux. Des fois, on a vu ça encore récemment, la grêle tombe sur les vignobles. Les vignobles, ils sont foutus, il n'y a plus de raisins pour cette année-là. Ça, c'est une fatalité météorologique, on n'y peut rien. Tandis que quand quelque chose a été inventé par la main de l'homme, ce qui aggrave donne aussi les moyens d'améliorer. Et puis je rajoute qu'en Nouvelle-Calédonie, Gabriel Attal a fait interdire TikTok. Oui, c'est ça, voilà. Donc quand ils le veulent, ils le peuvent. Tout à l'heure, j'ai évoqué le concept de culture de l'excuse. C'est un concept que vous avez beaucoup critiqué, vous, dans votre vie, et notamment dans l'influence que ça peut avoir dans notre prise de décision par rapport à certains quartiers, puisque vous dites que certains sont protégés par cette culture de l'excuse. Comment vous définiriez la culture de l'excuse, et en quoi est-elle un obstacle à la gestion de l'insécurité dans ces quartiers-là? Alors, il y avait une plaisanterie dans le temps, vous savez, l'Almanach Vermont, tout ça, où le juge disait à la cour d'assises, bien entendu, mon client a tué son père, bien entendu, il a étranglé sa mère, mais vous n'allez quand même pas condamner un orphelin. Voilà, la culture de l'excuse, c'est ça. Ce sont des sottises qui visent à excuser, à trouver des explications à l'acte, à des malfaiteurs. Le fait de tuer quelqu'un n'est pas, dans un état de droit, admissible, puisque l'état de droit s'est interdit lui-même de tuer certains coupables en abolissant la peine de mort. Il faut rendre cette activité le plus difficile et le plus coûteuse possible à ceux qui ont envie de s'y jeter. Bien entendu, ce que je vous dis là ne vaut pas pour le mec qui a volé un carambar au supermarché ou qui a tiré la sonnette et qui est parti en courant. Ce sont pour les faits graves, pour les crimes, pour le haut de gamme de la criminalité. Mais il ne faut pas trouver d'excuses. Voilà, le fait d'assigner quelqu'un à son origine sociale en expliquant que c'est parce qu'il est dans un quartier défavorisé que ceci ou que cela, ce sont des sottises. Et surtout, c'est extrêmement négatif pour ceux qui travaillent. En tant qu'enseignant, à la fac de droit, Institut de criminologie, maintenant au pôle sécurité défense du CNAM, j'ai beaucoup d'étudiants qui viennent
de milieux ou de quartiers où domine la population immigrée. Vous vous rendez compte qu'en assignant quelqu'un à son origine, cela vous les mettez dans le même sac que les bandits alors qu'eux travaillent. Il y a eu des fois où j'étais obligé d'accompagner les garçons ou les filles en question chez un futur employeur en disant non, moi j'ai pas la réputation d'être très laxiste, quoi. Donc je dis, lui là il bosse, voilà, c'est bien. Et donc je les accompagnais et puis je faisais en sorte qu'ils puissent être sélectionnés et puis éventuellement embauchés. Parce que le fait d'assigner à certains, alors c'est le délit de sale adresse, le délit de sale gueule, tout ça, etc. C'est pas comme ça que fonctionne la société. S'il y a des gens qui sont coupables, eh bien, ils doivent payer pour les crimes qu'ils ont commis ou les infractions qu'ils ont commises, sans être réduits au fait de venir de telle origine, de machin, de trucs, etc. Tout ça est stupide. Et contre-productif. C'est des affaires de Marie Chantal ou de Bobo qui veulent se donner le beau rôle en prétendant qu'ils veulent signaler à quel point ils sont vertus en disant les personnes immigrées, machin, en mettant le mot personne partout, comme si ça pouvait être des libellules ou des lance-pierres, hein, voilà. Donc tout ça sont des affectations de bourgeois riches qui savent pas trop quoi bien faire de leur vie, quoi. Ma dernière question, enfin en fait j'ai deux dernières questions. Ma première dernière question, est-ce que vous auriez un message particulier à adresser aux décideurs politiques et aux citoyens sur l'importance de renforcer la sécurité en France ? Eh bien, c'est simple. L'état de droit, je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter pour vous répondre, l'état de droit ne peut progresser que dans un contexte ou dans une ambiance où les choses sont sûres. Personne n'a envie, commençons par là, de se reproduire. Personne n'a envie de bosser, personne n'a envie d'entreprendre, personne n'a envie d'innover dans un contexte qui est anxiogène ou qui est criminogène. Pourquoi ? Parce que on passe la grande partie de son temps à surveiller ce qui se passe pour éviter de devenir soi-même une victime, donc on perd une partie de sa capacité. Alors, j'ai pas seulement fréquenté des bandits, j'ai aussi fréquenté des terroristes. J'étais au Liban pendant la guerre civile, notamment des filles de la fraction Armée Rouge, la bande Abadher, qui étaient réfugiées là-bas et qui étaient dans des camps palestiniens. Quand vous entrez dans la clandestinité, quand vous devenez un bandit à temps plein, comme le disait très joliment la criminologie du 19e siècle, quand vous devenez un criminel d'habitude, ou quand vous devenez un terroriste, vous passez 90% de votre temps à survivre et 10% de votre temps à poser des bombes ou braquer ou vendre de la drogue, etc. Mais vous passez la plupart de votre temps à survivre. Vous êtes comme un fauve dans la jungle, vous êtes à l'état de nature. Et quand un pays se criminalise, une partie de la population en vient à user des mêmes réflexes, se trouve contrainte de passer une partie importante de son temps à survivre, à se protéger, à dire attention ma voiture dans ceci, et donc ça nuit au progrès de la société entière. Enfin, je crois que si on lui explique bien, un enfant de 4 ans doit comprendre ça, quoi. Ça a été prouvé d'ailleurs. Ben, évidemment, il y a eu des tests sociologiques, etc., psychologiques aussi. On peut pas. Donc, il faut que le pays... Enfin, on savait ça au XVIe siècle, Hobbes, tous contre tous, l'homme est un loup pour l'homme, etc. Quand cette situation-là prévaut, eh bien, vous ne pouvez rien faire. Une des terroristes de la fraction Armée Rouge avec laquelle j'ai eu des longues conversations, tout ce qu'elle avait dans sa tête, s'arrêtait l'année où elle était entrée dans la clandestinité. Son cerveau s'était arrêté en 1969, quand elle était basculée dans la clandestinité avec la fraction Armée Rouge d'Andreas Baader. Après, elle n'avait plus rien. Quand je l'entendais 2 pièces plus loin qui prenait sa douche, ce qu'elle chantait sous sa douche, c'était des chansons qui étaient à la mode à Berlin en 1969. Elle n'avait plus lu un livre, elle n'avait rien fait. Pourquoi ? Parce que quand on vit en situation de danger, qu'est-ce qui vous arrive ? Là, vous entendez un bruit dans l'escalier. C'est rien pour vous. Quand vous êtes clandestin, ça peut être les flics qui déboulent,
Quand le téléphone sonne, c'est rien pour vous. Là, oups, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc, ça obnubile le cerveau humain et donc il ne peut plus produire quoi que ce soit d'autre. Vous êtes comme un fauve traqué et le reste du temps, vous tuez ou vous posez des bombes ou vous braquez ou vous faites quelque chose comme ça. Donc, il faut desserrer l'étreinte de cette criminalisation sur le pays, de manière à ce que celui-ci retrouve bien sa capacité, son inventivité. Les Français sont parmi les peuples les plus inventifs du monde. Hein. Au cours de l'histoire, tous ceux qui ont occupé la France, que ce soit les Cosaques après 1870 ou les Allemands, disaient wow, les Français, quelle inventivité, quelle capacité, quelle puissance de trouver les choses, d'améliorer, quelle curiosité intellectuelle. Il faut libérer ça. Et donc, celui ou celle qui y arrivera, aura bien mérité de la patrie. La dernière question, c'est une question que je pose à tous les gens que je reçois, et qui ont tous, c'est intéressant, tous des réponses différentes. Tout à l'heure, vous avez mentionné l'aspect anxieux des Français vis-à-vis de cette criminalité, et une criminalité qui n'est pas forcément celle du terrorisme, mais de la criminalité de tous les jours. Et ça va même parfois assez loin, puisque je parlais, pour une histoire personnelle, je parlais à un ami qui me disait, je ne sais pas si je vais faire des enfants, j'ai vraiment très peur du futur du pays, j'ai vraiment très peur de... Et c'est des gens qui sont honnêtement et très sincèrement patriotes, mais qui ne sentent pas prêts à s'engager dans un projet aussi vaste qu'un enfant, dans un territoire aussi dangereux, entre guillemets, que la France. Comment vous donneriez le goût de l'avenir, le goût du bonheur à quelqu'un qui viendrait vous voir en vous disant « Monsieur Hofer, je suis triste de l'état de mon pays et de ce qui adviendra dans les 10 prochaines années ». Là, c'est le père de famille qui va vous répondre. Celui qui dit qu'il a peur de faire un enfant, c'est qu'en réalité, il n'a pas confiance en lui. Parce que, dans le temps, je connaissais un monsieur qui a fait une carrière éminente à la tête de la CIA, et il était déjà un peu plus âgé que moi, et donc je venais de lui dire que j'avais eu mon deuxième enfant, qui était ma fille, et il me dit « Ah, c'est la seule peine à perpétuité qu'on prenne ». Alors je lui dis « Mais pourquoi toi, t'as maintenant un âge où tes enfants sont grands ?» Il dit « Oui, mais ma première fille vient de divorcer et je paye pour son premier divorce. » Donc on s'en sort jamais, mais c'est le truc la plus exaltante qui puisse se faire, et à mon avis, c'est la seule chose qui vaille d'être sur cette planète, c'est d'assurer qu'elle continue. Hein. Et donc, il faut de l'énergie, c'est à 100% du temps, mais c'est l'aventure la plus exaltante que j'ai traversée de ma vie, c'est celle-là, c'est celle de père de famille. Et donc, je voudrais tellement faire partager ça et faire en sorte que les gens, eux aussi, prennent confiance dans l'avenir, savoir, là je vais citer un communiste, hein, c'est peut-être pas vu chez Georges, mais enfin on va voir quand même, c'est un vers superbe, un diptyque de vers de Bertolt Brecht. Il a écrit ça dans les années 32, qui en Allemagne n'était pas rien, quoi. Et il a dit « De qui dépend que l'oppression persiste ? De nous. De qui dépend qu'elle cesse ? De nous également. » Voilà. Donc, la meilleure manière de faire en sorte que l'oppression, quelle qu'elle soit, commence à reculer, qu'on casse ses crocs et ses griffes, ça consiste à montrer qu'on a confiance en l'avenir et d'avoir des enfants. C'est la tâche principale de tout être humain digne de ce nom. Merci, professeur. Merci à tous d'avoir suivi cet entretien. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, surtout à vous abonner à la chaîne de Georges, c'est très important pour le référencement. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Time!